Il y a un pétrolier en ce moment. Un pétrolier chinois. Il s'appelle le Riche Stari. Et hier soir, ce navire, placé sous sanctions américaines, propriété d'une compagnie chinoise, a traversé le détroit d'Ormuz. En plein milieu du blocus naval américain. Tranquillement. Moteur en marche. Sans que personne ne bouge. Personne n'est intervenu. Al Jazeera l'a rapporté. Le Times of Israel l'a confirmé. Les données de navigation AIS sont publiques, vous pouvez les consulter vous-même. Ce navire a franchi ce que Donald Trump appelle son blocus stratégique dans le golfe Persique et il l'a fait comme si cette ligne n'existait pas. Arrêtez-vous une seconde là-dessus. Parce que pendant que ce pétrolier passait, Donald Trump postait sur les réseaux sociaux. Il republiait des vieilles photos de lui en uniforme d'académie militaire à 18 ans. Il répondait aux journalistes devant le bureau ovale après s'être fait livrer un McDonald's via DoorDash. Je vous jure que ce n'est pas une blague, C-SPAN l'a retransmis en direct. Voilà où on en est. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, c'est ce que les médias francophones n'ont pas encore assemblé correctement. Les pièces sont là, mais personne ne les a encore reliées dans le bon ordre. On va parler du blocus qui s'effondre, de l'USS George H.W. Bush qui fait le tour de l'Afrique pour éviter les Houthis, et d'un aveu de faiblesse américain qui ressemble étrangement à ce qui s'est passé avec Kim Jong-un. Exactement le même schéma. Et si vous regardez cette chaîne depuis un moment, vous savez que ce genre de parallèle, on l'attrape avant tout le monde. Si vous regardez Justin America Today pour la première fois, abonnez-vous maintenant et activez la cloche parce que ce dossier Iran-États-Unis va évoluer très vite dans les prochains jours, et vous ne voulez pas rater la suite. On commence. Pour comprendre ce qui se passe vraiment dans le golfe Persique en ce moment, il faut revenir sur les 12 dernières heures. Pas les discours. Pas les tweets. Les faits bruts. Depuis plusieurs semaines, l'administration Trump communique activement sur ce qu'elle présente comme un blocus naval dans le golfe Persique, une opération censée isoler l'Iran, couper ses revenus pétroliers et le forcer à négocier sous pression maximale. C'est le message officiel. C'est la version vendue aux alliés, au marché et à l'opinion publique américaine. Mais voilà ce que les données montrent réellement. Premièrement, le Riche Stari a traversé le détroit d'Ormuz sans être arrêté. Un navire sous sanction, appartenant à une entité chinoise, qui passe à travers le dispositif militaire américain comme si ce dispositif n'existait pas. Ce n'est pas une rumeur, c'est documenté, géolocalisé, confirmé par deux sources distinctes. Deuxièmement, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'USS George H.W. Bush, le porte-avions censé incarner la puissance de projection américaine dans cette région, ne passe pas par la Méditerranée et la mer Rouge comme il le ferait normalement. Il contourne l'Afrique. Il prend la route la plus longue possible pour éviter le détroit de Bab el-Mandeb, contrôlé par les Houthis. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Si le groupe aéronaval le plus puissant de la marine américaine hésite à traverser un détroit surveillé par les Houthis, qui sont des miliciens équipés d'armement iranien, donc techniquement inférieurs à l'Iran lui-même, alors quel message ça envoie aux pétroliers, aux cargos, aux armateurs qui doivent calculer leur route chaque jour? Et surtout, si ce groupe aéronaval craint Bab el-Mandeb, comment compte-t-il pénétrer dans le détroit d'Ormuz, qui est infiniment plus stratégique, infiniment plus surveillé et directement sous contrôle iranien? C'est la question que personne ne pose dans les médias mainstream. Et pourtant, c'est la plus importante. En parallèle, des négociations sont en cours. Le New York Times a rapporté qu'à Islamabad, l'Iran a proposé de suspendre son enrichissement d'uranium pendant 5 ans. Les États-Unis ont demandé 20 ans. Mais, et c'est le détail qui change tout, les deux parties s'accordent sur le fait que l'Iran pourra recommencer à enrichir à un moment donné. Ce n'est plus une question de principe. C'est une question de calendrier. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que toute la rhétorique de démantèlement total, de plus jamais l'Iran n'enrichira, c'est terminé. Mort. L'administration Trump a déjà concédé l'essentiel sans que ce soit officiellement annoncé. Annonce numéro 1, le blocus qui ne bloque rien. Reprenons le fil depuis le début, parce que la séquence est importante à suivre dans l'ordre. Trump a annoncé ce blocus naval avec beaucoup de bruit. Des déclarations musclées. Des images de porte-avions. Le langage de la force. Et les marchés, les alliés régionaux, les chancelleries européennes ont tous regardé cette démonstration en se demandant si Washington avait vraiment les moyens de tenir une telle ligne.
La réponse est venue hier soir sous la forme d'un pétrolier. Le riche Stary. Propriété d'une compagnie chinoise. Placé sous sanctions américaines. Il a traversé le détroit d'Ormuz, le point de passage par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, sans aucune interception, sans aucune confrontation, sans aucun incident. Al Jazeera a confirmé les faits. Le Times of Israel a confirmé les faits. Les données AIS de navigation maritime, accessibles publiquement, confirment les faits. Ce n'est pas une erreur de coordination. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un message. Et la Chine l'a formulé très clairement. Pékin a averti Washington, ne vous mêlez pas de nos affaires commerciales et énergétiques avec l'Iran. Ce n'est pas une déclaration de façade, c'est une ligne rouge énoncée publiquement. La Chine a des accords énergétiques massifs avec Téhéran. Elle ne les sacrifiera pas sur l'autel d'un blocus américain dont l'efficacité vient d'être démontrée nulle. Maintenant, regardez ce que fait Trump en réponse à tout ça. Il ne renforce pas le dispositif naval. Il ne convoque pas une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale, du moins pas publiquement. Il reposte sur Truth Social un tweet de Mark, un commentateur pro-Trump, qui affirme que Trump a inversé la situation stratégique contre l'Iran. Il poste des photos de lui à 18 ans en uniforme. Il répond aux journalistes sur le perron du bureau ovale après sa livraison d'Ordache. Relisez ça. Pendant que le riche Stary traverse son blocus, pendant que l'USS George H.W. Bush fait le tour de l'Afrique, pendant que Xi Jinping reçoit le prince héritier d'Abu Dhabi et le premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Pékin, Donald Trump poste des photos de jeunesse et parle de son McDonald's. Concrètement, pour vous qui suivez l'économie mondiale, qui regardez les prix de l'énergie, un blocus naval qui ne fonctionne pas, c'est un prix du pétrole qui reste volatile sans raison stratégique valable. Les marchés détestent l'incertitude. Et là, l'incertitude, c'est tout ce qu'on a. Annonce numéro 2, l'USS George H.W. Bush et le détour africain. Ce point-là, je veux qu'on s'y attarde vraiment. Parce que c'est l'argument le plus solide de toute cette analyse, et il n'est soulevé nulle part ailleurs. Un groupe aéronaval américain, c'est l'instrument de projection de puissance le plus impressionnant que l'humanité ait jamais construit. Un porte-avions entouré de destroyers, de frégates, de sous-marins, de ravitailleurs. Une ville flottante capable de mener des opérations aériennes à des centaines de kilomètres de distance. C'est l'argument ultime de la diplomatie coercitive américaine depuis 1945. Et cet argument-là, en ce moment, contourne l'Afrique. Pas la route normale. Pas Méditerranée, Suez, Mer Rouge, Bab el-Mandeb, Golfe d'Aden, Golfe Persique. Non. Il passe au large des côtes namibiennes. Il prend des semaines supplémentaires de navigation pour éviter de croiser la route des Houthis. Comme l'a formulé Patricia Marin, c'est dans les détails que réside la véritable nature d'une situation. Et ce détail-là est énorme. Les Houthis sont des miliciens. Des combattants irréguliers. Dotés d'armements fournis par l'Iran, drones, missiles anti-navires, mais techniquement inférieurs à ce que l'Iran est capable de déployer directement. Si le groupe aéronaval américain craint d'exposer ses bâtiments à ces armements-là, dans ce détroit-là, alors la question qui suit est logique et implacable. Comment ce même groupe aéronaval pense-t-il pénétrer dans le détroit d'Ormuz, qui est directement sous contrôle iranien, avec des capacités de déni d'accès autrement plus sophistiquées? La réponse, c'est qu'il ne le pense probablement pas. Pas vraiment. Et l'Iran le sait. Téhéran lit exactement les mêmes données AIS. Les généraux iraniens regardent les mêmes routes de navigation. Ils voient ce que vous voyez maintenant, que la démonstration de force américaine dans le Golfe Persique repose sur un bluff dont le premier test concret a échoué avec un pétrolier chinois. C'est pour ça que les comptes de réseaux sociaux liés à l'Iran, ambassade comprise, publient des mèmes qui ridiculisent Trump ouvertement. L'ambassade d'Iran en Afrique du Sud a posté une vidéo satirique. Un compte basé au Zimbabwe a appelé le catalogue Netflix imaginaire de Trump, Pudoff, avec pour titre de film « Trahison We Trust ». Je vous montre ça non pas pour rigoler, même si c'est difficile de ne pas rigoler, mais parce que quand vos adversaires géopolitiques se moquent de vous publiquement à travers leurs représentations diplomatiques officielles, c'est un signal stratégique. Ça veut dire qu'ils ont calculé qu'ils n'ont plus rien à perdre à afficher leur mépris. Concrètement, pour vous, si les États-Unis ne peuvent pas garantir la liberté de navigation dans le Golfe Persique ou ne peuvent le faire qu'en prenant des risques qu'ils ne sont pas prêts à assumer, alors les prix des matières premières énergétiques restent sous pression pour les mois qui viennent.
Ce n'est pas une projection alarmiste. C'est de l'arithmétique. Annonce numéro 3, le précédent Kim Jong-un, ou comment accepter l'inacceptable sans le dire. Ça me rappelle quelque chose. Quelque chose d'important dont on ne parle plus du tout. Et pourtant, le parallèle est frappant. Vous vous souvenez du premier mandat Trump? Des déclarations sur Kim Jong-un? Ce fou furieux n'aura jamais l'arme nucléaire. Ce sera la pire chose qui puisse arriver au monde. Trump qui se vantait de sa relation spéciale avec Kim, qui appelait ça de la diplomatie, qui organisait des sommets historiques à Singapour et à Hanoï, qui postait des lettres d'amour sur les réseaux sociaux. Résultat, la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Elle l'était avant, elle l'est encore plus maintenant. Et plus personne n'en parle. Le sujet a disparu. C'est devenu un fait accepté, intégré dans le décor, rangé dans la case « situation compliquée sur laquelle on ne peut rien faire ». Regardez maintenant ce qui se passe avec l'Iran. L'administration Trump a commencé ce dossier avec une rhétorique maximale. Démantèlement total du programme nucléaire. Fin de l'enrichissement. Dismantèlement des missiles balistiques. Fin du soutien aux milices régionales Hezbollah, Houthi, milices irakiennes. C'était le cadre initial. C'était la liste de courses complète. Aujourd'hui, selon les éléments rapportés par le New York Times et analysés par le chercheur Gregory Bro, la question sur la table n'est plus « est-ce que l'Iran enrichit de l'uranium ?» mais « dans combien d'années est-ce que l'Iran peut recommencer à enrichir ?» Les missiles balistiques ne sont plus mentionnés dans les négociations. Les drones Shahid, les drones FPV, plus un mot. L'influence iranienne dans la région Hezbollah, Houthi, n'est plus un point de négociation actif. L'Iran conserve tout ça. État J.D. Vance, le vice-président, a accordé une interview à Fox News hier dans laquelle il a admis, mot pour mot, que les États-Unis et l'Iran se livrent à du terrorisme économique réciproque. Il a dit, je cite l'extrait, que si l'Iran pratique le terrorisme économique contre le monde, on peut jouer à ce jeu à deux. Puis, dans la même interview, quand Brett Bailey lui a demandé s'il était vrai qu'il avait exprimé des réserves sur cette guerre dès le début, Vance a répondu qu'il ne divulguerait pas ses conversations privées avec le président. C'est-à-dire, oui. Oui, le vice-président des États-Unis n'était pas d'accord avec la décision de son président. Il ne le dit pas directement, mais il ne le nie pas non plus. Et dans la culture politique américaine, ne pas nier, c'est confirmer. Attendez. Ce n'est pas tout. Trump lui-même a posté une attaque contre le New York Times dans laquelle il affirme que l'Iran a été totalement anéanti militairement et autrement. Sauf que la réalité est exactement inverse. La direction iranienne est en place. Le programme nucléaire avance. Le représentant négociait à Islamabad avec une posture de force, pas de capitulation. Le détroit d'Ormuz est sous contrôle iranien. Et un pétrolier chinois sous sanction vient de traverser le blocus américain sans qu'on l'arrête. Anéanti, l'Iran. Concrètement, ce que ça veut dire pour vous, on est en train de regarder, en temps réel, une puissance mondiale redéfinir vers le bas ses propres objectifs stratégiques sans jamais l'annoncer officiellement. Comme avec la Corée du Nord. La différence, c'est qu'on le voit cette fois-ci au moment où ça se passe, pas dans les livres d'histoire 5 ans plus tard. Maintenant, deux chemins devant nous. Et je vais vous les donner tels que les données les dessinent, pas tels que je voudrais qu'ils soient. Premier chemin, un accord est signé dans les prochaines semaines. Pour ça, il faut que l'Iran accepte une formulation sur la durée de suspension de l'enrichissement que Washington peut présenter comme une victoire 10 ans, 15 ans, peu importe le chiffre, pourvu qu'il soit vendable à l'opinion américaine. Il faut aussi que Trump soit capable de présenter l'accord comme un triomphe personnel, ce qu'il fera de toute façon quelle que soit la réalité de ce qu'il a concédé. Dans ce scénario, les tensions dans le Golfe Persique s'estompent progressivement. Les routes maritimes se stabilisent. Les prix de l'énergie retrouvent un corridor prévisible. Probabilité? Je ne la juge pas impossible. Mais les conditions à remplir sont nombreuses, et la dynamique actuelle, avec un blocus qui vient d'échouer publiquement et un vice-président qui distille ses doutes à la télévision nationale, n'est pas la dynamique d'une négociation qui se conclut bien. Deuxième chemin, l'enlisement. Dans ce scénario, les négociations continuent de tourner en rond sur la question du calendrier d'enrichissement. Le blocus naval reste en place nominalement mais sans effet réel, ce qui crée une situation bizarre où tout le monde fait semblant que le dispositif fonctionne. La Chine continue d'acheminer du pétrole iranien.
Les Houthis continuent de menacer le trafic en mer Rouge. L'USS George H.W. Bush reste sur sa route africaine. Et pendant ce temps, les alliés régionaux américains, Émirats, Arabie Saoudite regardent ce qui se passe et tirent leurs propres conclusions. Ce n'est pas un hasard si Khaled Ben Zayed, le prince héritier d'Abu Dhabi, est en Chine en ce moment pour rencontrer Xi Jinping. Ce n'est pas un hasard si Pedro Sánchez, le premier ministre espagnol, était à Pékin quasiment en même temps. Xi Jinping a déclaré publiquement dans les dernières heures qu'un partenariat stratégique plus solide et global entre la Chine et le monde arabe devait être mis en place et que le monde traverse des changements sans précédent. Ce sont les acteurs qui étaient autrefois dans l'orbite américaine qui recalculent. Pas dans 10 ans. Maintenant. Personnellement, et je précise que c'est mon analyse, pas une certitude, je pense qu'on est plus proche du deuxième chemin que du premier. Non pas parce que Trump ne veut pas d'un accord, mais parce qu'il a trop affaibli sa position de négociation pour en obtenir un qui ressemble à ce qu'il avait promis. Et un accord qui ne ressemble pas à ce qu'il avait promis, il ne pourra pas le vendre à sa base. Ce qui laisse peu d'options satisfaisantes. Voilà où on en est. Un blocus traversé sans résistance par un pétrolier chinois. Un porte-avions américain qui contourne l'Afrique pour éviter les Houthis. Des négociations où la seule question qui reste est de savoir dans combien d'années l'Iran peut recommencer à enrichir. Un vice-président qui confirme, sans le dire, qu'il n'était pas d'accord. Et des alliés régionaux qui vont à Pékin. Si vous avez suivi cette chaîne ces dernières semaines, vous aviez déjà vu des signaux de cette fragilité. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est leur traduction concrète en temps réel. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche, parce que ce dossier va se précipiter dans les prochains jours, et les prochaines annonces vont être déterminantes pour comprendre si on se dirige vers un accord de façade ou vers quelque chose de beaucoup plus instable. Avant de partir, 3 questions pour les commentaires. Est-ce que Trump est encore capable de conclure un accord avec l'Iran qui ressemble à ce qu'il avait promis, ou a-t-il déjà perdu trop de crédibilité pour y arriver? Est-ce que vous, dans votre secteur, vous commencez à ressentir les effets de cette instabilité dans le Golfe, sur les prix de l'énergie, sur les coûts logistiques, sur votre activité? Et la grande question, est-ce que le précédent Kim Jong-un va se répéter exactement, l'Iran nucléaire accepté en silence dans 5 ans, ou est-ce qu'il y a un scénario différent cette fois? Je lis tous les commentaires. À très vite. Justine.